Greetings, world. We are anonymous. Regarde, ici c'est l'enfer. Dans le secret des villes, nous remontons le temps à travers les méandres des enfers de Londres. Je m'appelle Don Wildman et je suis à Londres, capitale de l'Angleterre, et l'une des plus belles et les plus puissantes villes du monde. Mais la face cachée de ces monuments est moins édifiante. Dans cette ville, le sale boulot est toujours fait à la faveur de la nuit, à l'abri des regards, dans la froideur et l'humidité des égouts, dans les caves pestilentielles de bâtiments laissés à l'abandon, là où le crime et la perversion vous menacent de toutes parts. C'est la ville de tous les vices, de toutes les misères, de toutes les souffrances. Et pour le voir, il faut s'aventurer dans ses entrailles. C'est dans le sud-est de l'Angleterre que se trouve la grande ville de Londres, tristement célèbre pour les horreurs qu'elle a connues. Au XVIIe siècle, lorsque 80% de la ville est dévorée par les flammes dans un terrible incendie, on parle d'une punition divine. Et pour cause, nous sommes en 1666, preuve que l'avènement de l'Antéchrist est arrivé. Mais alors que le peuple se prépare à l'apocalypse, une société secrète issue de la classe dirigeante se permet tous les luxes, sans craindre des conséquences. On les soupçonne même d'organiser des orgies qui seraient des rituels sataniques. Quand on se promène dans les rues de Londres, on a du mal à imaginer le chaos qui y régnait au XVIIIe siècle. Mais le vice et la dépravation ne sont pas l'apanage des quartiers pauvres. De grands notables se sont mis à fréquenter des sociétés secrètes, composées d'aristocrates blasés en quête de sensations fortes qui organisaient des sauteries. Certains en ont bientôt assez de la débauche sexuelle et se tournent alors vers des pratiques plus inavouables encore. Pour être à l'abri des regards indiscrets, il faut sortir de cette ville surpeuplée et se terrer. À 60 km de Londres, dans la ville de West Wickham, se trouve le QG souterrain du Hellfire Club, dont les membres issus de la haute société s'adonnaient à des orgies blasphématoires mêlées de magie noire. Nous sommes à quelques heures de Londres, en pleine campagne. Et je me dirige vers l'église là-bas, sur la colline. Elle a été construite par Sir Francis Dashwood, celui-là même qui a creusé les caves de Hellfire. Celles-ci sont à une centaine de mètres sous l'église. Quant à l'église, elle porte le nom de Saint Lawrence, le patron des prostituées. J'ai rendez-vous avec mon guide, Andrew Smith, devant l'église. Son sommet n'est pas orné d'une croix, mais d'une boule dorée. Qu'est-ce que c'est? C'est là où les membres du Hellfire Club jouaient aux cartes. Dans la boule? Oui. L'église est bâtie au-dessus des grottes? Les grottes sont à 100 mètres sous terre. Sous l'église, un dédale de galeries et de pièces où se réunissaient les membres du club. Ce qu'ils faisaient dans le noir demeure un mystère. Sir Francis Dashwood et les membres du club devaient traverser ces galeries pour participer aux cérémonies. Tout ça est artificiel. Oui, ça a été creusé à la pioche. Ces tunnels sont à l'origine destinés aux mines de craie commandées en 1749 par Dashwood pour fournir du travail aux agriculteurs de la région qui viennent d'essuyer de mauvaises récoltes. Mais au bout de quelques années, ces mines sont transformées en repères secrets. Des grottes qui mènent tout droit en enfer. C'est un vrai labyrinthe. On se perd facilement ici. Certaines pièces sont circulaires, d'autres forment un dédale. Le passage principal fait près d'1 kilomètre et débouche sur de plus grandes pièces, dont la salle des banquets de 116 mètres carrés, pour finir en cul-de-sac dans une marée d'eau.
Au XVIIIe siècle, un passeur aidait les membres du club à traverser en barque ce qu'ils appelaient le fleuve Styx, pour atteindre l'entrée du temple secret. Cette mise en scène n'est pas un hasard. Sir Francis et les membres du club ont une réputation à tenir. Sir Francis Dashwood était député, un aristocrate. Il est même devenu ministre des Finances. C'était aussi un très bon ami de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est venu ici? Oui, Dashwood ne fréquentait que la haute société, des membres du Parlement, des juges et des aristocrates de l'époque. Tous venaient soit ici, soit dans d'autres lieux de réunion du club. Toutes les archives du Hellfire ont été brûlées après la dernière réunion de 1774. Mais d'autres sources ont révélé que Dashwood s'était autoproclamé père supérieur, et les 12 membres fondateurs étaient ses apôtres. Ils boivent, jouent et ramènent régulièrement des prostituées qu'ils appellent les nonnes. On dit même que des femmes issues de la noblesse se bousculent pour jouer les enfants de chœur lors des messes noires, une version perverse et satanique des cérémonies chrétiennes. Est-ce une simple parodie de la religion ou veulent-ils vraiment invoquer le diable? J'ai du mal à croire que ces hommes les plus puissants d'Angleterre se terraient dans ces galeries pour faire la fête et pratiquer des rituels macabres. C'était une sorte d'exutoire pour hommes fortunés, où tous les fantasmes étaient permis. Quel que soit leur but réel, si Dashwood et ses disciples sont surpris en pleine messe noire, ils risquent la disgrâce, au mieux. La profanation est alors un crime puni par la loi. En 1766, en France, un homme est torturé, puis exécuté pour ne pas avoir retiré son chapeau lors du passage d'une procession. Dashwood tente le diable en créant un club privé reproduisant la bouche de l'enfer. Ce n'est pas naturel. Tout est artificiel. Regardez tout le mal qu'il s'est donné pour accentuer l'impression d'abîme et simuler la descente aux enfers. Il ne faut pas oublier que nous sommes à 100 mètres sous l'église. Quelle provocation de construire une église consacrée à Dieu, alors que 100 mètres en dessous, il voue un culte au démon. On pratique le culte du démon dans le temple, là où les nouveaux membres sont soumis au rite de passage. Nous entrons dans le temple, au cœur des galeries souterraines. Tous les passages débouchent sur cette pièce. On ignore toujours ce qui s'est passé ici. Les registres ont disparu, alors on ne le saura jamais. Mais on raconte qu'il dessinait des pentacles sur le sol et qu'il psalmodiait des incantations pour évoquer le diable. Ce devait être impressionnant pour les nouvelles recrues. Vous faites traverser des tunnels 100 mètres sous terre pour atterrir dans ce monde parallèle. Et on vous dit que ça doit rester secret. On éclairait à la bougie. Ils portaient des masques? Oui. C'est fou. Soit ils étaient vraiment démoniaques, soit c'était de gros fêtards. Mais comment des personnes aussi influentes pouvaient-elles prendre autant de risques et mettre leur réputation en péril en s'exposant ainsi aux rumeurs? Les rumeurs vont bon train. Il devient trop risqué de continuer. En 1774, le Hellfire Club ferme ses portes. Dashwood décède de mort naturelle en 1781, emportant les secrets du cercle dans sa tombe. Vous imaginez ça de nos jours? Des députés, des ministres, des hommes politiques dans ce lieu macabre, s'adonnant à des rituels de satanisme. Que s'est-il vraiment passé ici? Vous imaginez les incidences sur leur carrière? Ça existe peut-être encore aujourd'hui? Au XVIe et XVIIe siècle, les Londoniens vivent dans l'angoisse de la guerre, de la peste. Et ils éprouvent une véritable terreur pour les sorcières. À l'époque, on croit que les sorcières sont des mangeuses d'enfants au service de Satan et au pouvoir surnaturel. Elles volent, commandent aux animaux et jettent des sorts sur leurs ennemis. En réalité,
Les sorcières d'Angleterre sont tout simplement des personnes qui pratiquent des rituels populaires à base de gris-gris et de plantes médicinales. Certaines sont prêtes à risquer la pendaison pour perpétuer leur tradition ancestrale. Et on en trouve encore la trace ensevelie sous la campagne anglaise. Nous sommes à 2 heures de Londres, en pleine forêt, à la recherche d'une carrière qui date des années 1200. Il y aurait des preuves qu'on y pratiquait la sorcellerie il y a quelques centaines d'années. Bedlam's Bank est une carrière dans le comté de Surrey, à 60 km au sud de Londres. Les pierres extraites ici ont servi à la construction de l'abbaye de Westminster et de la Tour de Londres. Les tunnels désaffectés ont par la suite accueilli des cérémonies occultes. Les carrières ont été abandonnées au XVIIe siècle. Le spéléologue Andy Belcher sera mon guide pour la journée. On entre par là? Oui. Ah, c'est flippant, je vois pas le fond. Quelle est la superficie de la carrière? Près de 2 km. En plus d'une quinzaine de kilomètres de passage à ciel ouvert. Ce qui nous intéresse, ce sont les galeries entre les deux. Andy et ses collègues ont fait une découverte troublante dans la carrière. Des symboles mystérieux inscrits sur la roche. Ralph Keaton, spécialiste en sorcellerie, va nous aider à les déchiffrer. C'est bon? Ouais, c'est parti. Cette échelle n'est pas très solide. Ça va? Ah, c'est bon. Ça doit être l'entrée. Ah, c'est fou. Nous sommes à l'entrée de Bedlam's Bank. C'est très étroit. Que la force soit avec nous. C'est un vrai labyrinthe. Andy nous a indiqué le chemin et mis en garde contre les dangers éventuels. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, n'y touchez surtout pas. Ce n'est pas très stable. Soyez vigilants. C'est en train de s'affaisser. Doucement, mais sûrement. La carrière est conçue au XIVe siècle en galeries parallèles. Les murs qui les séparent sont peu à peu grignotés et remplacés par des piliers. Au fil du temps, des blocs s'effondrent et sont emportés par le courant, altérant ainsi la structure de la carrière. Plus on s'éloigne de l'entrée, plus les tunnels sont récents. À ce moment précis, on avance péniblement vers le XVIe siècle. Vous avez vu comme le plafond est bas? Il ne faut pas le toucher parce qu'il risque de s'affaisser. On est obligé de ramper. Voilà le plafond. On est dans un tunnel de moins d'1 mètre de large, à 50 mètres sous terre, dans une mine vieille de 800 ans, sur les traces des sorcières. Ah, on est à un carrefour. Effectivement. Il y a plusieurs chemins. Oui, c'est un vrai labyrinthe. Ici, on voit bien qu'on a taillé dans le roc. C'est ici qu'on extrayait les roches? Oui, à l'aide d'un pic. Les mineurs doivent affronter les éboulements, le manque d'oxygène et leurs propres superstitions. Ils croient que les galeries mènent aux portes de l'enfer. Les hommes qui descendent ici ont besoin de protection. Et on dit qu'ils se seraient tournés vers un mineur au super pouvoir pour les protéger du mal. Je crois qu'on a des preuves que ces hommes travaillaient ici, dans le noir. Exact. À la lueur des bougies. L'obscurité joue sur l'imagination. Le noir vous rapproche de tout. Il ramenait des choses pour éloigner les mauvais esprits. Vous avez des preuves? Oui, un peu plus loin. Ils ont vraiment laissé des traces? Il y en a plein les murs.
Des inscriptions à la craie recouvrent les murs. Certaines sont des chiffres de géomètre, correspondant à chacune des 26 galeries de la section. Les autres sont indéchiffrables. Ralph, à quoi correspondent ces signes? Ça ressemble à la lettre R, mais ce n'est pas ça. C'est un losange avec un trait. Cela indique soit une entrée, soit une sortie. D'accord. On est au cœur de la terre-mère, et on lui demande de veiller sur nous, de nous protéger. Partout en Angleterre, on a retrouvé ce type de symbole dans des vieilles maisons en bois ou sur des murs de pierre. Ce sont des signes apotropaïques qui protègent des mauvais esprits. Pour Ralph, ce signe n'a pas été griffonné en cachette par des sorcières, mais bien par un mineur spécialiste des sciences occultes. Peut-être le même qui a laissé une trace d'arpentage quelques mètres plus haut. Si c'est l'œuvre du géomètre, il devait s'y connaître en sorcellerie. Quand vous parlez de sorcellerie, il ne s'agit pas de sorcières avec leur chaudron. Non, on est loin de ça. C'est de la sorcellerie dans un but de protection. L'auteur de ces signes joue avec le feu, au sens propre du terme. Ces rites populaires qui remontent à l'époque des druides sont alors perçus comme un blasphème et un affront au roi. Les croyances ancestrales sont interdites et la moindre accusation de sorcellerie peut entraîner la mort. Et du jour au lendemain, si 2 femmes se traitaient de sorcières, elles étaient accusées de sorcellerie et persécutées. La torture est officiellement interdite dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Mais pour arracher les aveux d'une sorcière présumée, on emploie la privation de sommeil, l'isolement et la diète. Les confessions irrécusables sont obtenues par le plongeon forcé. On vous ligotait, vous accrochait des pierres autour de la taille et on vous poussait dans un lac. Si vous flottiez, vous étiez une sorcière. Sinon, vous étiez innocente, dommage. Des centaines de femmes sont ainsi soit pendues, soit brûlées, jusqu'à l'abrogation des lois sur la sorcellerie au XVIIIe siècle. Mais ces signes sont la preuve qu'une personne craint plus les dangers d'une carrière que la chasse aux sorcières. Il y a des inscriptions ici aussi. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Le V signifie Vierge Marie. Ce sont des symboles de sorcellerie. C'est un avertissement pour ceux qui s'aventurent ici. On nous met en garde. Ici, c'est l'enfer. Ici aussi, on a un symbole étrange. Ah oui, À quoi ça vous fait penser? à un œil. C'est le mauvais œil. Quelqu'un a dû se blesser ici. Et ce symbole veut dire « on ne veut plus de ça, éloigne-nous du mal C'est comme une assurance. » En quelque sorte. C'est parti. Certains tunnels sont trop étroits pour l'équipe de tournage. Même la caméra ne passe pas. Je dois y aller seul, muni d'une mini-caméra à infrarouge. Il y a des symboles partout dans cette grotte, placés de façon aléatoire. On va aller voir ça. On est vraiment à l'étroit. Ah, je ne vois rien. Aucun signe, rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans une boîte à chaussures. J'ai réussi à sortir du tunnel de la mort. Et voilà ce que je trouve. Des preuves de présence humaine dans ces ténèbres, datant de plusieurs siècles. Ils devaient être morts de trouille pour avoir besoin d'autant de protection. Comme ils n'en ont pas obtenu auprès de Dieu, ils ont dû en chercher ailleurs, dans les forces surnaturelles, auprès des sorcières. Le Londres de l'ère victorienne était surpeuplé.
Et cela ne concerne pas que les vivants. Les cimetières étaient pleins à craquer, et les corps déjà en décomposition étaient enterrés pratiquement en surface, sous une quinzaine de centimètres de terre. Les cimetières londoniens deviennent alors des foyers de maladies et le paradis des profanateurs de tombes. Ces criminels sans scrupules ont fait fortune en vendant les cadavres à des médecins et étudiants en médecine. Seulement, ces corps étaient parfois un peu trop frais. Comme la nouvelle du marché noir de cadavres se répandit en ville, des Londoniens ont dû bâtir de véritables forteresses souterraines pour protéger leurs morts. Le cimetière de West Norwood, dans la banlieue de Londres, ouvre ses portes en 1837 et ne désemplit pas. Et pour cause, la durée de vie moyenne d'un Londonien était de 34 ans. À une époque où l'arrivisme est de mise, tout le monde veut le meilleur pour son repos éternel. Voici le cimetière de West Norwood, le quartier huppé des morts. J'ai rendez-vous avec un certain Robert Stevenson, qui doit m'expliquer comment les plus riches faisaient pour s'assurer une place ici. Bonjour Don. Merci d'être venu. Alors comme ça, tout au long du 19e siècle, les gens risquaient de voir leur corps exhumés. Oui, c'était une sombre période. Les facultés de médecine ne possédaient pas de cadavres humains. Il faut plus de 1000 cadavres par an pour assurer l'apprentissage des étudiants des 21 facultés de médecine de Londres. Mais à cause de la croyance selon laquelle le corps devait rester intact pour aller au paradis, les seuls cadavres disponibles sont ceux des condamnés à mort. Cela va donner naissance à un marché parallèle. On entoure les cimetières de murs plus hauts et on embauche des gardiens pour surveiller les tombes. Mais en vain. Les autorités ferment les yeux au nom du progrès de la science. En graissant la patte du personnel de l'église, des corps sont exhumés le lendemain de leur enterrement. Mais pour ceux qui sont prêts à y mettre le prix, West Norwood propose une dernière demeure en lieu sûr. Des catacombes situées sous l'église. L'accès est interdit. Interdit au public. La chapelle a été détruite en partie pendant la Seconde Guerre mondiale et l'accès aux catacombes condamné. Mais on a réussi à obtenir une autorisation. Vous avez vu ça? On se croirait dans un film d'horreur. Bon, allons-y. Suivez-moi. Oh, très bien. Au royaume des morts. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai la chair de poule. Impressionnant. Il y a des cercueils partout. On est entouré de morts. Ces catacombes ont atteint une capacité maximale de 972 cercueils. Ce sont des compartiments. La tête de ce côté et les pieds au fond. En plus des tombes en nid d'abeilles, il y a 14 caveaux privés, où les cercueils sont empilés sur des étagères. Ces lourds cercueils haut de gamme ont été descendus dans les catacombes grâce à une technologie funéraire de pointe de l'ère victorienne, le catafalque hydraulique. Alors c'est une sorte de crique pour descendre les cercueils. Sans bruit. Pour que les familles endeuillées regardent leur être cher disparaître petit à petit. De la surface de la Terre. Dans l'Angleterre victorienne, les temps étaient durs. Les morts étaient presque mieux lotis que les vivants. Que fait-on ensuite des cercueils? Ils sont placés dans un chariot, puis transportés ici. Ah, que de cercueils! Ceux-là sont donc les privilégiés. Ceux qui pouvaient se permettre de dormir derrière une grille, dans leur cercueil de luxe, sans être dérangés. C'est ça. C'est le seul moyen d'assurer la sécurité des morts, car le commerce de cadavres rapporte 20 fois plus que le salaire moyen d'un Anglais. Ils avaient des outils en bois pour faire moins de bruit. Ils creusaient très vite jusqu'au cercueil.
et il l'ouvrait du côté de la tête. Donc pas besoin de retirer toute la terre. Ensuite, ils enroulaient une corde autour du cou pour tirer le corps. Waouh! Ils étaient très bien organisés. Oui. Puis ils se sont dit qu'ils pouvaient faire encore plus simple. Pourquoi s'embêter dans un cimetière si on peut tout simplement tuer quelqu'un? N'importe qui? Ils les étouffaient pour ne pas laisser de preuves. Un gang sévissant dans l'est de Londres est resté tristement célèbre pour les doses mortelles d'opium qu'il administrait à ses victimes. L'une d'elles, un jeune homme connu dans le quartier, a été reconnu alors qu'il transportait son cadavre. 2 des bandits ont été jugés et exécutés pour sans doute finir sur une table de dissection. Cette affaire a provoqué un tollé général et marqué la fin du trafic de cadavres. Une loi est votée pour permettre au corps médical d'obtenir des cadavres par voie légale. On a recensé 3700 personnes décédées en hospice à Londres. Comme personne ne réclamait ces corps, on a décidé de les utiliser dans la recherche médicale. Grâce à la loi sur l'anatomie de 1832, les morts ont pu enfin reposer en paix. C'est ça. La superficie de Londres est de 1554 km² pour 8 millions d'habitants. Mais qui étaient les premiers londoniens? Des gens vivant en harmonie avec la nature ou des sauvages assoiffés de sang? Les réponses sont enfouies sous terre, aux confins de la ville. Bien avant la construction par les Romains de Londinium, une autre civilisation occupait la région. Des tribus celtes sous la domination de prêtres puissants qu'on appelait druides. Quand les Romains ont envahi l'Angleterre, les Celtes ont opposé une forte résistance, mais ne faisaient pas le poids face aux troupes de Jules César. Les druides sont décimés, non sans laisser de traces. Des preuves de rituels sombres et sanglants sont retrouvées dans de vieilles grottes qui ont autrefois servi de temples souterrains. Jules César raconte que les Celtes et leurs druides pratiquaient le sacrifice humain, brûlant les victimes vives dans des cages en osier en forme de géants. Vérité ou pur délire? Pour certains, la réponse se trouve à Chislehurst, dans la banlieue de Londres, dans les grottes de Chislehurst, une ancienne mine de craie. Bonjour. Bonjour. J'ai rencontré le propriétaire des lieux, Jim Gardner, à l'extérieur du réseau souterrain qu'il explore depuis des lustres. Ces grottes vous appartiennent? Oui, monsieur. D'accord. À une vingtaine de mètres en dessous du jardin public se cache peut-être un des repères des druides. Quelle est la surface de cette mine? Sa superficie est de 8 hectares. Si vous mettez tous les tunnels bout à bout, ils font une trentaine de kilomètres. C'est grand pour une mine creusée à la main. Les grottes ont été creusées dans la colline, en 3 parties. La plus proche de la surface étant la plus ancienne. Elle aurait été creusée par les Celtes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains y ont extrait de la craie qui a servi à la construction de routes et des remparts de Londres. Les Saxons ont poursuivi l'exploitation à flanc de coteau en creusant des puits. L'ère moderne a trouvé d'autres débouchés à la mine. Au XIXe siècle, des contrebandiers y stockaient leurs marchandises. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est convertie en abri pour 15 000 personnes. Mais 2000 ans plus tôt, des druides, le visage enduit de peinture bleue, auraient aussi traversé ces galeries. On entre maintenant dans le labyrinthe des druides. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une ambiance solennelle ici. Oui, à cause de l'écho et de la séparation des galeries. Ça ressemble à un vieil hôtel. Pour les spécialistes du 19e siècle, cette pièce a été taillée par les druides qui vouaient un culte à la nature, comme les forêts et les grottes.
Les druides ont réellement existé. C'est un ordre religieux qui remonte à la préhistoire. Les druides seraient des prêtres érudits qui ont régné ici pendant des siècles avant l'invasion romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont laissé aucune trace, et les seules informations disponibles sont celles recueillies dans les comptes rendus de batailles tenus par leur ennemi, Jules César. Alors, les rumeurs les plus folles ont circulé. Nombre d'entre elles datant de l'époque victorienne. Les Victoriens avaient un désir insatiable d'insolite, de ce qui est hors du commun. Réprimés, les Victoriens se sont alors défoulés sur les aspects les plus horribles de la vie des druides, en particulier les sacrifices humains. On raconte que les druides choisissaient un habitant du village au hasard, en général un garçon, qu'ils allongeaient. Ici. Oui. On lui tranchait la gorge et on récupérait son sang. Quand un sacrifice humain avait lieu, on récupérait le sang ici, dans une cuvette, pour calmer la colère de Dieu et pour que les récoltes soient bonnes et le temps plus clément. C'est ça, oui. Les Mayas et d'autres civilisations pré-chrétiennes pratiquaient déjà ce genre de rituel. Oui, je suis sûr que c'est quelque chose qui a toujours existé. Tous les peuples sont prêts à tout pour dominer leur peur. Et cette pièce est idéale pour les rituels primitifs. C'est comme un haut-parleur naturel. Imaginez un prêtre dans le noir, vêtu de sa soutane, en train de prêcher. Bonjour! Ça en fait du bruit. Ça donne du pouvoir. Le nord de la Tamise abrite de nombreux monuments londoniens. Mais il fut un temps où il était le terrain de chasse des plus célèbres tueurs en série de l'histoire d'Angleterre, Sweeney Todd et Jack l'Éventreur. Ils ont tous deux défrayé la chronique et auraient emprunté les galeries souterraines de Londres pour cacher leurs victimes. Je suis sur Fleet Street. Au 19e siècle, cette rue était le centre névralgique de la ville. Comme la presse People d'aujourd'hui, les imprimeurs de l'époque sortaient des tabloïds, des journaux à scandale et des romans policiers, inspirés de faits réels qu'on appelait romans à sensation. Le plus connu raconte l'histoire de Sweeney Todd, le diabolique barbier qui transforme ses victimes en tourte à la viande. Alors, fiction ou réalité ? La réponse se cache dans les sombres tunnels qui traversent la ville. J'ai rendez-vous avec l'écrivain Lee Jackson sur les marches de l'église Saint-Dunstan, un monument du XIIe siècle, là où le salon de coiffure de Sweeney Todd s'est transformé en boucherie. Si le salon de Sweeney était bien attenant à l'église, les boutiques voisines devraient elles aussi avoir accès à sa crypte, où il commettait ses crimes infâmes. Alors c'est là qu'il tuait. Oui. Puis il allait à l'église, mais pas pour prier. C'est ça, on y va? La crypte est par là. C'est parti. Voilà les marches. J'ai pas besoin de me baisser, mais attention à la tête. On est où par rapport au salon de Sweeney Todd? On doit être juste en dessous. Sweeney Todd est apparu pour la première fois en 1846, dans un roman à sensation écrit d'après des faits réels. L'histoire raconte que Sweeney assassine les clients de son salon de coiffure, puis se débarrasse des cadavres en les transformant en farce pour tourte. C'est une histoire à dormir debout. Mais comme à l'époque, 1/5 de la viande des boucheries londoniennes est avariée. Les gens y croient.
Sweeney Todd joue sur la crainte liée à l'origine de la nourriture. Il n'y avait pas de contrôle d'hygiène à l'époque. C'est une légende urbaine qui perdure jusqu'à nos jours. D'après la légende, une centaine de personnes portées disparues à Londres auraient été victimes de la fameuse chaise truquée de Sweeney. Todd appuyait sur une manivelle qui ouvrait une trappe et inclinait la chaise, larguant la victime dans le caveau souterrain. Une autre chaise surgissait alors, remplaçant la première et faisant disparaître les preuves. La victime fait alors une chute et se brise le cou sur le sol en pierre. D'accord. Si le cou n'est pas brisé, Todd finit le travail au rasoir. Et lui tranche la gorge. Puis il traîne le corps... Jusqu'ici? C'est ça, jusqu'ici. Sweeney transporte les corps à travers la crypte jusqu'au sous-sol de la boulangerie de Madame Lovett, en empruntant un passage secret, condamné depuis. Les morceaux qu'elle ne peut pas recycler, comme les crânes, sont cachés dans des caveaux, entre les cercueils. Il y avait des odeurs pestilentielles de crâne et d'os en putréfaction qui émanaient de l'église de Saint-Dunstan. Dans le roman, on apprend que Sweeney Todd est arrêté et pendu. La justice l'emporte. Mais 40 ans plus tard, Londres est à nouveau en proie à un meurtrier psychopathe. Et cette fois-ci, ce n'est pas de la fiction. Sweeney Todd a ouvert la voie à Jack l'Éventreur. Jack était en quelque sorte le premier vrai tueur en série. Il est arrivé à un moment où la presse manquait de sujets brûlants. Il était sans scrupules, imprévisible, sans pitié, rusé et psychopathe, à l'image de Sweeney Todd. En 1888, dans le quartier de Whitechapel, à quelques kilomètres de l'église de Saint-Dunstan, 2 prostituées sont assassinées. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme. Entre-temps, la police reçoit une lettre qui stipule « J'aime mon travail et j'ai l'intention de continuer ». Signé Jack l'Éventreur. 3 jours plus tard, 2 autres femmes sont retrouvées mortes. Londres bascule dans la psychose. Nous sommes au cœur de Whitechapel. Difficile d'imaginer que dans les années 1880, c'était le quartier pauvre de la ville. C'est ici, dans ces rues, que Jack l'Éventreur a commis les crimes les plus abominables qu'ait connus la ville. Je me demande comment il a pu tuer ces 5 femmes dans la rue sans jamais être inquiété. La barbarie de ces actes glace le sang de la population, au point que la reine Victoria fait pression sur les enquêteurs pour qu'ils retrouvent le criminel. Mais chaque fois, Jack réussit à filer entre les doigts de la police. On dit que la clé de son succès réside dans les égouts de la ville, notamment ceux de Whitechapel. Pour explorer le vaste réseau de canalisation sous les scènes de crimes perpétrés par Jack l'Éventreur, j'ai demandé l'aide de Robert Smith, du traitement des eaux usées, qui nous protégera contre les émanations toxiques des égouts. C'est bon. Voilà la seule issue possible, quand on veut à tout prix fuir la ville. Pour être hors de vue, il faut aller dans les égouts. Et c'est par là que ça se passe. J'imagine qu'il y a des bouches d'égout tout au long des canalisations. Oui. Je peux donc très bien m'organiser en fonction des bouches d'égout. Calculer le temps qu'il me faut pour aller commettre un meurtre et redescendre ici. Tout à fait. Les 5 victimes ont toutes été assassinées à proximité d'une plaque d'égout. Construits dans les années 1850, les égouts de Londres sont une merveille de technologie. Ce sont les plus grands du monde. Un réseau complexe de 1770 km de tunnels en briques et en voûte qui canalise les eaux usées de la ville pour les déverser dans l'estuaire de la Tamise. Ces galeries ont sauvé Londres des épidémies de choléra. Mais comme elles sont assez larges pour permettre au personnel de nettoyage de circuler, elles ont peut-être aussi sauvé un meurtrier. Mais même si le fou furieux a atterri ici, il n'était pas à l'abri pour autant. À quoi sert cet appareil ?
C'est un canari des temps modernes. À l'époque, quand le canari mourait, ça voulait dire qu'il fallait déguerpir. Quand le bip devient irrégulier, il faut vite trouver une sortie. On est en milieu hostile. Oui, très hostile. La plus grande menace ici est la pluie. En cas d'intempérie, ces tunnels se bouchent. Et certains passages empruntés par Jack l'Éventreur sont encore plus étroits que ceux que j'ai visités. On doit avoir entre 45 et 60 cm d'eau ici. Le niveau peut monter jusqu'à 1,20 m. D'accord. Il ne faut pas négliger la météo pour s'aventurer ici. Il faut surtout être fou allié. Oui. La démence était la marque de fabrique de Jack l'Éventreur. 3 de ses victimes sont retrouvées mutilées, éventrées, les tripes à l'air. J'imagine très bien la scène. Cet homme a transporté les entrailles de cette femme dans les égouts jusqu'à son QG. On ignore toujours pourquoi il a tué ces femmes et ce qu'il faisait de ces trophées. Certains soutiennent la thèse de la magie noire, selon laquelle l'Éventreur tuait ces femmes pour se servir de leurs organes dans des rituels sataniques. Mais quel que fût son mobile, il était aussi sombre et tordu que ce labyrinthe à 5 mètres sous les rues de Londres. De toute façon, cette théorie ne tient pas la route. En tout état de cause, les égouts de Londres vont partout, occupent tous les coins et recoins de la ville. Jack l'Éventreur commettait ses crimes, et puis il faisait un saut sous terre. Ces galeries souterraines l'ont aidé dans sa cavale, et il a réussi à échapper à la justice. Les enfers de Londres laissent libre cours aux élucubrations les plus folles. Mais si vous explorez les vieilles carrières, les pièces secrètes de sociétés sataniques, ou les égouts et les caves des tueurs en série, vous verrez que le vrai danger ne vient pas des sorcières ou des fantômes, mais des êtres humains eux-mêmes. Surtout lorsqu'ils se cachent dans les entrailles de la Terre.